8e Jeux de la francophonie en 2017 en Côte d'Ivoire. L'heure est aux préparatifs. Ambiance un peu surchauffée ce matin au groupe scolaire des 220 logements. On en saura plus dans cette édition. Au Mali, des tirs entendus ce matin au camp militaire de Kati, au Mali où le nord du pays est en proie à de vives tensions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2. Et pour commencer, cette ambiance un peu surchauffée ce matin, au groupe scolaire des 220 logements, parents d'élèves et élèves en colère ont pris d'assaut la cour de l'école. À l'origine de cette protestation, la fermeture prochaine de l'établissement, des rumeurs qui seraient sans fondement selon les responsables du groupe scolaire. Laetitia Manglé nous en dit plus. Groupe scolaire 220 logements ce lundi. Salle de classe close, des élèves et parents d'élèves surchauffés. Mais quelles pourraient bien en être les raisons? J'ai dit, les enfants là, ils vont faire école ici. On ne veut pas qu'avec. Si on veut faire qu'avec là, ils n'ont qu'à partir chercher l'autre coin. On ne veut pas de CAFOC parce qu'ils ont vidé les enfants, on les a mis ensemble ici. Il y a au moins 80 élèves, 90 élèves par classe. Donc nous on ne veut pas. On n'a pas les privés, on est pauvres, on a de se débrouiller pour mettre nos enfants, on va laisser nos enfants en paix. À en croire ces parents d'élèves, ce bâtiment serait à l'origine du mouvement de protestation. Il devrait normalement accueillir depuis ce lundi matin une bonne partie des élèves du CAFOP, c'est-à-dire les futurs instituteurs, le temps d'une année. Une information relayée par les premiers responsables de l'établissement qui rassure toutefois sur l'avantage à accueillir le CAFOP au sein d'un établissement. Ici au groupe scolaire de 220 logements, le schéma qui nous a été proposé à partir du terrain, c'est que deux classes mises ensemble, leur effectif ne dépasse jamais 60. C'est une chance formidable. Le CAFOP est là et pour les parents d'élèves, les enseignants, dès lors que le CAFOP est là, ils savent que le CAFOP est là, que la direction des lycées et collèges n'est pas loin, que la direction régionale n'est pas loin, que la direction de la pédagogie n'est pas loin. Je suis sûr qu'on va constater un peu moins d'absence que par le passé. Plus de peur que de mal. La fermeture du groupe scolaire 220 logements n'est pas encore à l'ordre du jour et le nombre d'élèves par classe n'atteindra point 80. Tous sont donc priés de reprendre le chemin de l'école ce mardi. Voilà qui rassure. Merci à Laetitia Manglé. Les prochains Jeux de la francophonie, vous le savez, se dérouleront en Côte d'Ivoire en 2017. Le pays s'y prépare alors. Un atelier s'est tenu à Abidjan. Objectif, définir un cahier des charges. Franck Kouadio. Après Niger 2005, Beyrouth 2009 et Nice 2013, les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire, organisatrice de la 8e édition des Jeux de la francophonie, édition 2017. Un choix motivé selon les responsables du comité international des Jeux de la francophonie par la qualité des infrastructures. Les atouts de la Côte d'Ivoire, c'était sur la qualité des infrastructures, sur la qualité du dossier même de candidature, et puis sur l'engagement politique, l'engagement populaire qui a fait en sorte que ce dossier a été retenu. Mais l'organisation d'une telle échéance doit respecter certaines règles. Première action, l'élaboration du cahier de charges. Une mission conduite par Mahama Seriba, directeur du comité international des Jeux de la francophonie, est d'ailleurs à Abidjan pour cette tâche. 4 jours donc de travaux en atelier et la Côte d'Ivoire, pays organisateur, entend gagner le pari de la mobilisation. Les Jeux de la francophonie sont un patrimoine de l'ensemble de la famille francophone. Nous souhaitons que Abidjan 2017 soit le plus grand rendez-vous de la jeunesse francophone avec 4 000, 5 000 participants. Et pour l'y aider, plusieurs thèmes débattus au cours de l'atelier, au nombre desquels la programmation, le protocole, le dispositif organisationnel et la communication. Et puis l'on se souvient encore du Probokwala, ce navire qui a déversé les déchets toxiques dans le district d'Abidjan en 2006. Aujourd'hui encore, de nombreuses victimes restent marquées. Le comité international de suivi et de supervision des victimes s'inquiète de leurs difficiles conditions de vie. 2006. À Abidjan, le Probokwala déverse des quantités nocives de produits toxiques. Plusieurs personnes sont intoxiquées et aujourd'hui encore, les effets dévastateurs des gaz sont ressentis. Yacouba et Téné sont des enfants vivant dans la commune d'Abobo. Ils sont aujourd'hui handicapés et pour leurs parents, les gaz sont à l'origine de leur mal. Maintenant, il ne peut pas parler.
Il ne peut pas parler, ça fait 7 ans. On est parti ici, on nous a dit que c'est des déchets toxiques. La jeune dame a dit qu'elle voulait de l'aide pour les soins de son enfant parce que le père n'est plus. Grâce à ce qu'on appelle déchets toxiques, l'enfant est gravement blessé. Donc elle n'a plus de soutien. Des victimes, comme bien d'autres, identifiées et suivies par le Comité international de suivi et de supervision des victimes de déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Ce comité entend leur apporter assistance, mais ils sont confrontés à d'énormes difficultés. On n'a pas de bureau et on travaille sans aide. On n'a pas de subvention. On se débrouille comme ça. Occasion pour les chefs traditionnels et leaders communautaires d'interpeller les autorités. Ce que je viens de voir, sexe est parti. Il n'y a plus rien. En tout cas, moi, je veux que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Ce comité international constitué de communautés de la CEDEAO et de chefs traditionnels ainsi que de la société civile existe depuis 2006. Il dit avoir enregistré plus de 1 500 000 victimes. On s'intéresse à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. 2 ans déjà que l'organisme chargé de réconcilier les Ivoiriens a été investi. Que pensent les Ivoiriens de la CDVR? Un rapport d'enquête nous situe sur la question. Ce rapport, conçu par l'Observatoire de la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire, a été rendu public. Après la crise post-électorale, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été mise en place par le chef de l'État en vue d'aider les différentes communautés vivant dans le pays à se réconcilier. Après 2 ans d'activité sur le terrain, certaines organisations de la société civile, notamment l'Observatoire de la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire, OJTCI, jettent un regard critique sur les actions menées par la CDVR. Pour ce faire, un projet d'enquête et de sondage auprès des populations de 8 régions de la Côte d'Ivoire. Les populations estiment que les actions de la CDVR ne trouvent pas suffisamment d'écho. C'est-à-dire que ces actions-là ne sont pas sues, ne sont pas connues. De même, ces actions ne touchent pas l'ensemble des populations. Personne n'ignore que nous sommes aujourd'hui à la fin du mandat de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Et il était bon qu'à travers une étude, l'Observatoire de la justice transitionnelle puisse faire des recommandations. Le représentant du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Bako Jean, se dit satisfait du rapport produit par l'OJTCI. Nous sommes vraiment satisfaits donc du travail qui a été mené par l'Observatoire de la justice traditionnelle. Le mandat de la CDVR s'achève fin septembre. L'OJTCI espère une nouvelle échéance impliquant davantage la société civile. Et cette nouvelle œuvre dramatique, L'arbre qui pleure, vient de paraître sur le marché. Cette œuvre philosophique de Claude Akafou s'interroge sur les rapports de la race humaine avec l'environnement. On en sait plus avec Franck Kouadio. Un arbre qui pleure. Comme le film Avatar de l'américain James Cameron, le théâtre, après le grand écran, s'intéresse à la question de la préservation de l'environnement. Et comme dans Avatar, c'est un arbre qui est au centre des intérêts fratricides, l'arbre qui pleure, un mythe ou une réalité. C'est une métaphore, la métaphore de l'environnement qui souffre, la métaphore de l'environnement qui est martyrisé, la métaphore de l'environnement qui est maltraité. Portée sur les planches en 1997 par le même auteur, cette pièce fut primée au cours de la même année à la faveur d'un concours sur le thème de l'environnement initié par l'ONG Côte d'Ivoire Écologie. Et 16 ans après, cette pièce est publiée en librairie. Une redécouverte donc pour certains. À l'intérieur de la pièce, l'auteur utilise ce qu'on appelle la symbolique des personnages. Vous avez Achikoto et Solange qui défendent la nature, qui demandent qu'on la préserve. Et puis de l'autre côté, vous avez le mari de Solange qui est Kamanchi, qui lui n'est intéressé seulement que par l'argent. L'arbre qui pleure, un appel à la vérité universelle avec à la clé un testament pour les générations. On gagnerait à retourner à nos traditions, on gagnerait à vraiment lire cette œuvre-là pour comprendre le message que cet auteur voulait partager avec nous. Un retour aux sources, aux allures de rencontre, l'arbre qui pleure invite aussi à la découverte de l'univers des mystères et des contradictions du monde dit moderne.
Hors de chez nous, des soldats mécontents au camp militaire de Kati. Ils veulent des promotions. Ils l'ont fait savoir par des tirs ce matin. Un officier a été blessé par balle. Au Mali, où le Nord est en proie à de vives tensions, un attentat signalé à Tombouctou hier et des accrochages à Kidal entre le MNLA et l'armée aujourd'hui. Tombouctou, Kidal, les armes parlent à nouveau au Nord Mali. Samedi, 4 djihadistes à bord d'une voiture piégée ont attaqué un camp de l'armée malienne à Tombouctou. L'attentat, revendiqué par AQMI, a tué 2 civils et blessé 6 soldats maliens. La MINUSMA, la force des Nations Unies, est en état d'alerte maximum. Une chose que vous devez comprendre, c'est que nous sommes techniquement en état de guerre. Et quoi qu'il arrive, nous pensons que des gens peuvent s'infiltrer. Des patrouilles sont en cours dans la ville pour rechercher d'éventuels complices. La semaine dernière, des groupes djihadistes avaient annoncé la nomination par AQMI de 2 nouveaux chefs pour le Nord Mali. À Kidal, bastion du MNLA, groupe Touareg qui avait déclenché l'offensive contre l'armée malienne en janvier 2012, la situation s'est à nouveau dégradée. Des affrontements avec les militaires ont éclaté ces 2 derniers jours. Un responsable du MNLA joint sur place assure que son mouvement n'est pas directement impliqué. C'est des jeunes gens qui évoluent tout seuls, mais qui sont beaucoup plus proches certainement du MNLA que des autres. Mais ils ne sont pas du tout sous le contrôle du MNLA. Quelques jours avant ce regain de tension à Kidal, le MNLA avait annoncé la suspension des pourparlers avec le gouvernement. Le ministre malien de la Réconciliation nationale s'est dit surpris car selon lui, des mesures ont été prises pour rétablir la confiance. Notamment la libération de personnes qui étaient détenues. À ce jour, 32 personnes ont été libérées. Et le 18 septembre dernier, durant la réunion du comité de suivi, le gouvernement a remis à la MINUSMA et à la Croix-Rouge 12 personnes. Le président malien a reçu en septembre des représentants des groupes armés du Nord, leur assurant que tout était négociable, sauf l'intégrité territoriale. Mais des divergences subsistent sur la question de l'autonomie. En images, 48 heures après le scrutin, les Guinéens dans l'attente des résultats des législatives. Les tensions sont toujours vives entre partisans du président Alpha Condé et militants de l'opposition. Les Camerounais, eux, étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Près de 5 millions d'électeurs pour ces élections législatives et municipales. Une quarantaine de partis en lice. Ce n'était pas la foule des grands jours ce matin dans ce bureau de vote de Douala. Les Camerounais étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés et leurs maires. Mais à l'image d'une campagne sans passion, le vote est on ne peut plus calme. Il est vrai que les jeux semblent jouer d'avance, tant le RDPC, le parti du président Paul Biya, part ultra favori. Il est même sans adversaire dans 35 circonscriptions législatives. On a bien préparé notre campagne, nos élections, et on pense qu'on va gagner logiquement pour pouvoir donner la majorité confortable à son Excellence, M. Paul Biya, le président de la République, pour qu'il puisse nous conduire vers l'émergence en 2035. Face au RDPC, une opposition morcelée. 29 partis en lice pour les législatives, 35 pour les municipales. Pour eux, le véritable enjeu, c'est la recomposition de l'opposition, avec une question: le SDF, le parti de John Frundi, restera-t-il l'opposant numéro 1? La victoire, elle, semble hors d'atteinte, alors certains ont décidé de boycotter le scrutin. Nous pensons que les élections n'ont pas de sens dans ce contexte-là et que c'est purement une mascarade électorale organisée. Le dépouillement démarre ce lundi soir avec tous les regards tournés vers le taux de participation, la clé de ce scrutin. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.